Monsieur le Président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile et, ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. Voici le texte de la lettre de Victor Hugo au Conseil municipal de Paris, écrite en 1883. C'est seulement une des voix qui s'élèvent pour la conservation des vestiges, parmi d'autres. En effet, les vestiges des arènes sont menacés depuis 1867. Lors des grands travaux d'aménagement du plan Haussmann, le percement de la rue Monge entre 1867 et 1868 nécessite de creuser à une profondeur de 12 mètres. C'est à ce moment que l'on découvre les premiers vestiges, pour ensuite les détruire. En 1869, on découvre clairement les arènes. Mais la conservation des vestiges se heurte à de nombreuses pressions. Celle de la compagnie des omnibus, qui avait loué le terrain pour y installer un dépôt de tramway, et qui sera finalement autorisée à raser la partie de l'édifice présente sur sa parcelle. La commission des monuments historiques donne également un avis défavorable, et la ville renonce à engager des frais. Que cela ne tienne, le monde savant s'émeut. Des pétitions demandent à la Chambre des députés la conservation des vestiges. Napoléon III en personne viendra visiter les lieux en avril 1870. Malheureusement une année où cela ne devait pas être son principal tracas. Mais en 1885, suite à l'intervention de nombreuses personnalités, dont Victor Hugo, que nous avons entendu au début de cet épisode, on décide d'épargner les arènes du percement d'une rue latérale à la rue Monge, qui les aurait détruites. Par la suite, en 1917, on commence la restauration des arènes pour les transformer dans la promenade que nous pouvons faire aujourd'hui. Cela dit, la restauration n'a pas tout à fait préservé le monument intact. Et elle a fait quelques dégâts car, à l'époque, l'archéologie et la restauration ne disposaient pas du savoir-faire qu'elles ont atteint aujourd'hui. Mais revenons à l'origine de Lutèce et plongeons-nous dans la ville antique à l'époque gallo-romaine. À quoi ressemble cette ville et ses habitants dignes d'un tel monument? Et quelle ambiance peut-on ressentir au sein des arènes? Et pourquoi les a-t-on si longtemps oubliés? C'est ce que nous allons découvrir au long de cet épisode d'Histoire Atypix. Bienvenue sur Histoire Atypix, un podcast Atypix Productions. Plusieurs hypothèses suggèrent que le site a cessé d'être occupé et a commencé à être démantelé entre 308 et 360 de notre ère. Ce démantèlement est concomitant de la construction des premières fortifications sur l'île de la Cité, suite au mouvement de population venu de l'Est qu'on appelle discutablement les invasions barbares. À cette époque, toute la population de la rive gauche de Lutèce reflue dans l'île de la Cité pour bénéficier d'une meilleure protection, et on double l'obstacle naturel de la Seine par un rempart encerclant l'île. Les pierres qui constituent ce rempart sont en partie issues d'un recyclage, car il s'agit des gradins des arènes. Cette méthode de récup est très utilisée à cette époque. Comment le sait-on? Eh bien, certaines pierres retrouvées dans les fouilles de tronçons de l'enceinte de l'île comportent des inscriptions qui correspondraient à des attributions de place dans l'arène. Eh oui! À l'époque, certains notables avaient leur nom gravé dans le marbre, en tout cas dans la pierre, à la place qui leur était réservée. Mais cette hypothèse est discutée, et l'origine des pierres qui composent la fortification de l'île n'est pas exclusivement le site des arènes. Ce qui confirme la période de démantèlement est aussi la présence d'une nécropole de 21 sépultures sur son site, datant du IVe siècle, dont un squelette, à la taille évaluée à 2,4 mètres. Il est évident que l'on n'aurait pas enterré de personnes sur la piste d'une arène encore en activité.
Un autre élément étonnant est la présence d'ossements d'un chameau en plein milieu de la piste. Bien que des animaux exotiques puissent avoir fait l'objet de spectacles et donc par la suite être enterrés, la présence d'ossements d'animaux datant de la période d'activité de l'arène semble improbable. Ces ossements sont toujours conservés par le Muséum d'histoire naturelle de Paris et devraient faire l'objet d'une datation au carbone 14 pour révéler leurs secrets. Une thèse soutiendrait que Chilpéric Ier, roi des Francs, aurait fait réparer l'édifice en 577 pour pouvoir y donner des spectacles. Cette thèse est basée justement sur le texte « L'histoire des Francs » de Grégoire de Tours, dont nous avons parlé précédemment. Cependant, elle est discutée car certains estiment qu'il faudrait découvrir davantage d'artefacts mérovingiens sur le site pour l'attester. Or pour l'instant, il n'en est guère. Reste qu'avec le creusement des fossés de l'enceinte Philippe-Auguste, un peu plus au nord du site, à partir de la fin du XIIe siècle, les arènes sont ensevelies par les terres de remblai, et leur emplacement exact est peu à peu oublié. Alors, à quoi ressemble cette ville de Lutèce au moment où les arènes sont encore en activité ? Les arènes de Lutèce sont construites dans la période du Haut Empire, plus précisément entre les années 90 et 110 de notre ère. Le plan, comme les ornements encore présents dans le petit musée lapidaire qui subsiste, suggère que le concepteur du projet aurait été philo-grec, et les données archéologiques s'accordent à donner la paternité de la commande à l'empereur Hadrien. À cette époque, Lutèce est une cité gallo-romaine qui s'étend essentiellement entre l'île de la Cité et la rive gauche de la Seine, la rive droite étant encore largement dominée par des marécages. Une ville gauloise précédait-elle la ville romaine ? Les seules mentions que nous ayons nous viennent de César dans son récit de la guerre des Gaules. Il la définit comme un oppidum des Parisis, sur une île de la Seine. Mais attention, faux amis, bien que depuis le XVIIIe siècle, la découverte de petits vestiges a donné lieu à identifier cette Lutèce comme le site de l'actuelle ville de Paris, cette thèse se heurte à plusieurs objections, car aucun aménagement celtique des rives n'a été retrouvé, ni de fortification typique des cités gauloises. En raison de ces incertitudes, nombreux historiens et archéologues penchent plutôt pour le site de Nanterre comme étant la Lutèce citée par César, et de nombreuses opérations de fouilles tendent à confirmer cette hypothèse. Cependant, cela ne veut pas dire que la Lutèce romaine est une création ex nihilo, car de plus petites occupations sont attestées justement sur la rive gauche de la Seine dès la moitié du 1er siècle avant notre ère. Mais à l'époque de la construction des arènes, la ville est déjà depuis plus d'un siècle une cité romaine traditionnelle. Elle est quadrillée par des axes verticaux, cardi, et horizontaux, decumani. L'axe principal, le Cardo Maximus, est aujourd'hui la rue Saint-Jacques. Parallèlement, se situe un axe plus petit qui est aujourd'hui le boulevard Saint-Michel. La ville se structure principalement autour et au sein de ces deux axes. Le Cardo Maximus est le prolongement de la voie majeure reliant le sud depuis Orléans, Cénabum, cité des Carnutes pour ceux qui ont lu Astérix, à Senlis, Augusto Magus. Elle permet de franchir la Seine, traverser l'île de la Cité, les marécages et repartir. Lutèce est donc une ville prospère de 10 000 habitants, auxquels s'ajoutent de nombreux visiteurs de passage. Elle joue un rôle important comme carrefour fluvial et commercial. Son cœur, c'est le Forum, qui pour les Parisiens se trouve entre les actuelles rues Saint-Jacques et boulevard Saint-Michel à l'est et à l'ouest, et les rues Cujas et Soufflot, au nord et au sud. C'est une sorte de grande place fermée au centre de laquelle se trouve un temple et des arcades des côtés, un peu comme la place des Vosges. Le long de ces murs externes, on trouve des commerces à l'étalage, mais aussi de véritables boutiques. C'est un endroit de réunion, de discussion politique. On y vient aussi déjeuner ou voir des spectacles improvisés. En poursuivant sur le Cardo, on tombe inévitablement sur notre gauche, sur les imposants thermes dits aujourd'hui de Cluny, du nom de l'hôtel des abbés de Cluny, qui s'établiront dans le bâtiment à partir du Moyen-Âge. Il existe à Lutèce 3 établissements de ce type, mais celles de Cluny sont les plus importants et les mieux conservées à nos jours. Elles sont à l'époque alimentées en eau par l'aqueduc dit d'Arcueil, situé au sud. Ils comprennent une salle de sport, des latrines, des vestiaires et les 3 salles traditionnelles frigidarium, tepidarium et caldarium.
Ils disposent donc d'un système de chauffage et sont ornés de peintures et de mosaïques remarquables pour cette partie de la Gaule. Mais place à l'univers des spectacles. Et justement, en face des thermes, se trouve le théâtre de Lutèce, à l'emplacement actuel de la rue Racine, entre le lycée Saint-Louis et la faculté de médecine. C'est un théâtre de type romain qui est dédié plus particulièrement aux pantomimes, pièces mimées et muettes dont l'expression est purement gestuelle. Ce qui explique entre autres l'existence d'un deuxième lieu de spectacle. En effet, la représentation d'un pantomime exige une petite scène et le public doit être assez proche pour comprendre la pièce. Alors que pour une pièce classique, il faut une grande scène et une piste est nécessaire pour tous les autres spectacles, notamment les fameux combats de gladiateurs. Un est plus urbain, l'autre est, selon la règle, implanté à l'écart, car il s'agit d'un endroit où l'on verse le sang. Ce sont les arènes de Lutèce. Elle se trouve au sud-est donc, un peu à l'extérieur de la ville, assise sur une pente douce qui va vers l'affluent de la Seine, la Bièvre, qui n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas qui est en partie enterrée. C'est un amphithéâtre à scène, une structure semi-circulaire qui combine une scène pour les représentations théâtrales et une piste ovale pour les combats ou autres jeux. Bien que de dimension modeste, 130 mètres sur 100, les arènes de Lutèce constituent l'un des plus grands édifices de spectacle de la Gaule. Elles peuvent accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. Autour de la piste se trouve un couloir circulaire desservant des cages à fauves et un mur haut pour protéger le public installé sur les gradins. Au fond se trouve un grand podium où se situe la scène qui permet de jouer tout type de pièces. Nunc silentium. Quid istic, Phaedria? Quamquam illam ac recupio abducere, atque arbitror... Ainsi, une journée de spectacle pouvait commencer par une pièce de théâtre et se terminer par un combat de gladiateurs et des jeux de chasse aux animaux sauvages. Il n'était pas possible techniquement d'y présenter des nomachis, c'est-à-dire des combats navals, contrairement à ce qu'indique un panneau de présentation actuellement situé à l'intérieur du monument. Les gradins les plus bas étaient réservés aux classes sociales les plus privilégiées, les plus hauts à celles les plus modestes. Les places étaient généralement gratuites, les spectacles étant donnés par l'État en général le matin et par des particuliers l'après-midi, permettant ainsi à ceux-ci de démontrer la puissance et le prestige de leur famille. Il s'agissait aussi d'un formidable outil de propagande pour l'Empire, qui permettait de s'assurer de la popularité du système romain. Pendant l'intervalle du déjeuner, on exécutait les condamnations à mort, parfois par la damnatio ad bestias, où le condamné était lié à un poteau et poussé vers des bêtes sauvages. Mais cette partie du spectacle n'était pas la plus recherchée, les spectateurs profitant de cet entracte pour aller se rafraîchir ou s'alimenter. Oui, parce qu'à l'intérieur et à l'extérieur des arènes régnait toujours une animation bruyante. Sur les gradins, des crieurs louaient des coussins pour ceux qui ne les avaient pas déjà amenés de chez eux. À l'extérieur, sous les arches et devant les entrées, des commerçants vendaient de quoi se restaurer. Nourriture, boissons, mais aussi toutes sortes de souvenirs de l'époque. Des produits dérivés, à l'effigie des gladiateurs, comme des statuettes ou des lampes à huile. Une de ces lampes à huile décorées d'un gladiateur a été retrouvée lors de fouilles en 2006. Des comiques faisaient leur farce au milieu de la foule. Des devins proposaient leurs services. Des acrobates éblouissaient le peuple. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les combats de gladiateurs qui se produisaient en Gaule. Mais l'engouement des habitants à leur égard est manifeste, au vu des représentations qu'on a pu retrouver dans de nombreuses villes. Ces représentations indiquent aussi que de nombreux et complexes décors étaient utilisés autant pour les pièces de théâtre que pour les chasses et autres spectacles. Et bien sûr, des musiciens produisaient une illustration sonore de ce qui se passait sur scène.
Lors des jours de pluie ou de forte chaleur, il est attesté que les arènes de Lutèce, comme le Colisée de Rome, disposaient d'un velarium, une grande pièce de toile déployée au-dessus des gradins pour protéger les spectateurs des intempéries au moyen de cordages reliés à des mâts. Ils étaient en général manœuvrés par des marins, probablement les nautes, armateurs mariniers gaulois de la tribu des Parisis. Aujourd'hui, l'essentiel de la structure a disparu. Et sa restauration a été fortement critiquée car plutôt que consolider les vestiges qui avaient été conservés, il s'est agi de reconstruire des arènes sur des bases parfois fantaisistes. Mais à l'époque, nous étions à la fin de ce courant d'inspiration de Viollet-le-Duc, aujourd'hui désuet. Reste que les vestiges s'ouvrent sur un très joli square baptisé du nom de Louis Capitan, qui en avait entrepris la restauration à partir de 1916. Les arènes ont été un terrain de compétition de basket, notamment les finales du championnat de France dans les années 20. Des musiciens s'y produisent pour la fête de la musique, elles accueillent des représentations théâtrales, mais aussi de simples promeneurs comme des étudiants en pause déjeuner. On ne peut que se réjouir qu'elles aient renoué avec la vie de la cité.